Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 28 juin 2025. Et qu'est-ce qu'on a comme titre principal? On a le journal Le Monde qui publie enfin, j'ai envie de vous dire, un reportage concernant la présence de néo-nazis dans l'armée ukrainienne. Alors évidemment, en réalité, c'est loin d'être un scoop, puisqu'il y a fort longtemps déjà, Zelensky, d'ailleurs quand il était aux États-Unis et qu'il avait été interrogé par des journalistes américains, avait dit qu'il était tout naturel que le bataillon Azov intègre l'armée ukrainienne, ainsi que les autres milices qui avaient aidé à Maïdan à prendre le pouvoir, entre guillemets. Donc tout ça avait été déjà admis par Zelensky lui-même, tout naturellement, et personne n'avait rien dit. Après, on a parlé de ce bataillon Azov, du secteur droit, de Bandera, etc., dans les médias, et dans ces médias-là, eh bien, ça paraissait tout à fait normal. Évidemment, on taisait les anciens reportages d'il y a longtemps, hein, de 2014 et début 2015, qui fustigeaient justement ces groupements néo-nazis et paramilitaires, surtout le bataillon Azov, qui avait envahi la mairie de Kiev pour prendre le pouvoir tout simplement parce que c'était le chaos à Kiev après le coup d'État américain de 2014. Donc il y a eu un grand reportage de la BBC et de France 2 à cette époque-là, hein, que j'avais regardé à ce moment-là, qui fait que j'avais été un peu choqué. Je ne l'ai jamais oublié. Évidemment, reportage qui est maintenant extrêmement difficile à trouver, alors qu'avant, pendant des années, il était sur YouTube. Bref, donc tout cela donne un signe quand même et prouve pour la énième fois que l'Ukraine est vraiment abandonnée pour que le journal Le Monde en parle comme ça et fasse carrément un petit reportage. Donc tout ça, c'est un signe des temps de l'abandon de l'Ukraine par les États-Unis, pas de l'Europe, puisque l'Europe, elle, est toujours à fond pour l'Ukraine, mais je pense, ce n'est que mon avis, je pense que ce n'est qu'un soutien de façade pour ne pas perdre la face. C'est des belles promesses qui, à mon avis, ne déboucheront sur rien, surtout quand la guerre sera finie. À quoi bon s'acharner avec l'Ukraine quand tout sera fini et que la Russie sera victorieuse? Bon, tout ça n'engage que moi, nous verrons bien. Autre information aussi très intéressante, on a Vladimir Poutine qui a annoncé donc la production en série industrielle du missile Oreshnik. Donc tout ça inquiète énormément, bien entendu, l'Occident. En tous les cas, ce n'était pas une surprise, puisqu'il y a déjà près de 6 mois, Vladimir Poutine avait bien précisé que cela entrerait en production donc à la fin du dernier semestre 2025. Donc on est à peu près dans les clous. Donc ça n'a absolument rien d'un scoop en réalité si on suit bien les informations. En tous les cas, bah, là ça y est, c'est avéré. Hein, la production a effectivement démarré et c'est pour ça qu'on en parle dans même les grands médias s'inquiètent énormément. Je vous rappelle que le missile Rechnik est un IRBM, donc un missile hypersonique de portée intermédiaire pouvant frapper jusqu'à 5500 km, pouvant avoir 6 ogives, dont chacune peut avoir 6 sous-ogives, et que ces ogives peuvent être soit à explosifs conventionnels, soit des ogives nucléaires. Et en plus, ces ogives-là sont auto-guidées, hein, sont auto-propulsées. Ce ne sont pas de simples ogives MIRV comme on a l'habitude de voir. Bref, donc tout ça inquiète énormément l'Occident parce que
il va de soi que si la Russie a une vingtaine de ces Oreschnik, ben alors là, c'est la fin des haricots, j'ai envie de vous dire, aussi bien pour les États-Unis que pour l'Europe. Je parle pour le continent européen. Si jamais l'Europe voulait agresser la Russie, en commençant, comme le dit la Pologne, par exemple, hein, c'est-à-dire en envahissant la Biélorussie, pour donner une leçon à la Russie. Donc, bon, évidemment, tout ça sont que des paroles en l'air. Jamais la Pologne ne fera ça, bien sûr, et jamais il y aura une agression réelle de l'Europe contre la Russie. Ce serait un pur suicide. Tout ça ne sont que des rodomontades, et évidemment, les vitupérations de Keir Starmer, Macron et Merz, et de la Pologne, hein, de Tusk, tout ça, c'est absolument ridicule. Ça restera des rodomontades qui n'iront jamais loin, bien sûr. Par contre, il y aura un armement de l'Union européenne. Ça va être un argument supplémentaire pour dire que vous voyez, la Russie est une véritable menace, surtout avec l'Oreschnik. Hein, ils vont utiliser ça comme argument, bien entendu, le fait qu'on en parle déjà dans les médias. C'est un marchepied pour d'autres dépenses complètement folles, alors que l'UE est complètement à la ramasse quant à sa dette pour les pays les plus touchés, comme l'Italie, la France, l'Angleterre, etc. Bref, tout ça va être le prétexte pour aller toujours plus en avant, une fuite en avant dans les dépenses complètement hallucinantes militaires. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. Et aussi, nous allons parler de la traîtrise de la Serbie qui a été pris la main dans le sac par le SVR et le Financial Times. Le SVR, c'est l'agence de renseignement russe. Bref, en réalité, donc, la Serbie vendait des munitions et des armes à la Serbie, et peut-être que Vučić pensait qu'il allait pouvoir faire cela dans le dos de la Russie en toute discrétion, en passant par d'autres entités. Mais non, le SVR qui est bien présent, bien évidemment, comme le FSB d'ailleurs en Serbie, bah, vous vous doutez bien que bon, bah, il s'est fait avoir. Mais nulle surprise là-dedans en réalité. Est-ce un étonnement? Non. Ça fait plus de 2 ans que je vous parle de la face cachée de Vučić, qui est un mercenaire, et je voulais comparer à chaque fois avec Erdogan. Vučić n'a aucun principe. Il est pris les fesses entre deux chaises. Hein, l'Union européenne d'abord, puisqu'il veut absolument intégrer la Serbie dans l'Union européenne, et la Russie, puisque son peuple, aux grandes dames de Vučić, est en majorité pro-russe. Et donc là, il est gêné aux encoignures. À chaque fois qu'il y a un problème où il est un peu trop tourné vers l'Union européenne, ça hurle dans son pays. Et à chaque fois, il fait une allocution pour dire « Ah, je veux la souveraineté de la Serbie, je veux que la Serbie puisse être libre, etc. » Voilà, et nanani, nanana, et ça calme le peuple, et à chaque fois, il est obligé de faire ce cirque-là. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la Serbie à ce sujet-là. Je vous conseille, si vous voulez en savoir plus sur la Serbie, de voir mes anciennes vidéos. Voilà, et comme bien entendu, bien d'autres sujets divers et variés, dont Trump, sur Zelensky qui fait encore ses grands voyages, en particulier en Angleterre pour voir le roi Charles III, etc., etc. On va aussi parler armement, les dernières nouvelles de l'armement très intéressantes, dont Yuri Ignat, qui est encore une fois le porte-parole de l'armée ukrainienne, qui avoue encore une fois qu'il ne peut pas arrêter les Iskander M. On va voir tout cela en article. Bref, et n'oubliez pas, il y a encore bien d'autres petits sujets très intéressants à ne pas manquer. Bref, commençons. C'est l'une des plus grandes brigades de l'armée ukrainienne. Celle qui se targue d'attirer des milliers de volontaires sur le front
la 3e brigade d'assaut. Mais il y a la communication et ce qui se cache derrière ces images. Des références à une symbolique néo-nazie partagée par des centaines de soldats. Officiellement, son image a été polissée et elle est censée avoir été dépolitisée. Mais est-ce vraiment le cas? Au Monde, on a enquêté pour le savoir. En l'espace de 10 jours, sur les réseaux sociaux, on a pu recenser près de 350 profils de militaires ukrainiens qui affichent des symboles néo-nazis, dont au moins 200 qui appartiennent à cette brigade. Alors vous notez que le monde se réveille 3 ans après la guerre. Alors il faut savoir que les grands médias, à partir de fin 2015, ont fait une omerta sur les néo-nazis au sein de l'armée ukrainienne et au sein du gouvernement ukrainien. Ça c'est à noter quand même, puisque avant 2015, eh bien, on a la BBC ou France 2, par exemple, qui faisait de grands reportages sur les néo-nazis qui prenaient le pouvoir dans la mairie de Kiev, par exemple, mais aussi dans le gouvernement ukrainien. Et on était affolés, outragés à cette époque-là, donc 2014, tout début 2015. Et après, il y a la grande omerta. Et plus que ça, même tous ceux qui disaient qu'il y avait des néo-nazis dans l'armée ukrainienne et le gouvernement ukrainien, c'était des complotistes. Et là, vous voyez, c'est toujours le même cycle, comme je vous le dis depuis des années dans mes vidéos. C'est comme la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, de Syrie, etc. Donc c'est basé sur d'énormes mensonges créés par l'Occident, et après, au bout d'un moment de quelques années, 10 ans, 15 ans, on dit ah bah oui, bah bien sûr que c'était les Américains qui ont créé tout cela, bien évidemment. Et là, bon bah là ça a duré un peu moins longtemps, quelques années, et là on s'aperçoit qu'il y a bien des néo-nazis dits par un grand média. Voilà. Et au début, souvenez-vous, Vladimir Poutine qui voulait faire une dénazification, on le traitait de fou, on disait que c'était une lubie de Vladimir Poutine. Voilà, bon, pardonnez-lui, hein, il ne sait pas ce qu'il dit. Et là maintenant, bah, c'est avoué. Alors on va pas regarder tout le reportage qui est trop long, mais en gros, ça y est, ça commence à être entièrement dévoilé. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que ça y est, l'Ukraine a perdu, les États-Unis ont abandonné l'Ukraine, donc maintenant les médias peuvent se lâcher contre l'Ukraine. On a le site européen Defense Industry Europe qui travaille en collaboration avec l'OTAN et qui nous dit la Russie commence la production en série du missile hypersonique Oreshnik et envisage un déploiement en Biélorussie. Donc là, on apprend que le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi le lancement de la production en série du système de missiles hypersoniques de portée intermédiaire Oreshnik. S'adressant aux cadets de l'armée lors d'une allocation télévisée, il a déclaré que le missile avait fait ses preuves en conditions de combat. Alors bon, l'article est assez long parce que c'est un peu technique, hein, c'est pas vraiment pour le tout venant, pourrait-on dire, c'est un site militaire spécialisé. Bon, on nous dit qu'il peut aller jusqu'à 5500 km et toutes les caractéristiques que je vous avais déjà décrites au préalable, qui sont d'ailleurs confirmées. Alors, cette confirmation de toutes ces caractéristiques, vitesse, charge d'emport, c'est-à-dire 6 ogives, dont chacune est équipée de 6 sous-ogives, donc 36 ogives qui peuvent en plus peuvent se déplacer de manière autonome, hein. Ils ont un système d'autopropulsion, donc ce n'est pas seulement par gravité. Tout est confirmé par Defense Industry Europe. Bon, c'est bien, mais c'est pas vraiment un scoop. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que Defense Industry Europe confirme tous les dires du côté russe en réalité?
et de certains experts, on va dire, entre guillemets, pro-russes. Moi, je pense que c'est une stratégie de l'OTAN pour faire peur à la population. Donc l'Orechnik étant un grand symbole, bah, ça participe à l'angoisse et à la peur générale de l'Europe. Bah, regardez ce que les Russes vont faire en plus en faisant une production en série. Et quand on lit l'article, on a ce relent d'angoisse et de peur qui est instillé dans la population. Hein. Donc ils savent très bien que ce genre d'article, de toute manière, est public. Hein. Évidemment, c'est pas top secret. Bon, ce n'est que mon avis, ou peut-être que le site reprend très honnêtement bon, bah, la réalité du terrain. Bon, alors évidemment, on ne peut pas être catégorique, c'est soit l'un, soit l'autre, je ne sais pas. Mais en tous les cas, si c'était une ruse de l'OTAN, j'entends, et de l'Europe, je pense que ce serait ça. Étant donné que, alors là, pour le coup, à 100% et très clairement, l'Union européenne instille la peur et l'angoisse d'un déferlement des Russes, des soldats russes en Europe. Bref, nous verrons bien. Alors là, une fois n'est pas coutume, je vais reprendre un article quasi entièrement de The Kyiv Independent, un des plus grands journaux ukrainiens. Et pourquoi donc? Bah parce que là, The Kyiv Independent donne les mêmes informations que je vous dis depuis bien longtemps sur la Serbie, qui était jamais confirmée. C'était au niveau de la rumeur, mais assez persistante, qui me venait de blogueurs russes. Je vous en ai rarement parlé de ce fait-là, c'est-à-dire que la Serbie vendait des armes et des munitions à l'Ukraine, aux grandes dames de la Russie. La Russie n'en a pas trop parlé et en fait c'était une des explications pour laquelle Vučić était allé le 9 mai à la parade à Moscou. Hein. Ça faisait un petit peu pour se faire pardonner, entre guillemets, pour qu'il soit bien vu côté russe. C'était une des raisons. Mais ce n'était pas vraiment confirmé comme quoi vraiment il vendait des armes à l'Ukraine. Là maintenant c'est confirmé. Donc là c'est dit, la Serbie suspend toutes ses exportations d'armes suite à l'enquête russe, donc les services de renseignement russes, le SVR, sur l'Ukraine. Et là on apprend que Vučić a annoncé le 23 juin que la Serbie avait suspendu toutes ses exportations d'armes, invoquant des raisons de sécurité nationale et des intérêts économiques. Ce qui est complètement hypocrite. Évidemment, c'est archi faux. Il a nié que cette décision soit une réponse aux critiques croissantes concernant les allégations selon lesquelles des munitions serbes avaient atterri en Ukraine. S'exprimant après une réunion avec de hauts responsables militaires, Vučić a déclaré que la Serbie n'envoyait des munitions qu'à ses propres casernes et que toutes les exportations étaient suspendues, conformément aux meilleurs intérêts de la Serbie. Vous voyez le niveau d'hypocrisie de Vučić hein, quand même, hein, que je vous ai à chaque fois comparé à Erdogan. Vučić, c'est une véritable anguille. Il mange à tous les râteliers, c'est un vrai mercenaire. Il y a eu pas mal de scandales en Serbie, surtout ces derniers temps. Et Vučić, il navigue toujours entre deux eaux. Son peuple, qui est pro-russe, dans sa grande majorité, et les intérêts de Vučić, qui veut absolument que la Serbie entre dans l'Union européenne. Et donc, il est prêt à faire des sacrifices quant à ses principes normalement pro-russes. C'est ce qu'il dit à sa population serbe. Bon, en fin de compte, Vučić, c'est en réalité un mercenaire, comme je viens de vous le dire. Donc, peu de temps après l'annonce, le ministère serbe de la Défense a publié une déclaration confirmant la suspension de toutes les exportations d'armes et d'équipements militaires. Donc là, si on en croit le gouvernement serbe, on n'en donnait qu'à nos propres casernes, hein, qu'à nos meilleurs intérêts pour la Serbie, mais non, là on arrête. Hein. Bon, bah évidemment, s'il arrête, c'est parce que il en vendait en réalité à l'Ukraine. Les décisions de Vučić surviennent dans un contexte de critique croissante, notamment suite aux allégations selon lesquelles des munitions serbes auraient été fournies à l'Ukraine. En mai 2025,
Le SVR russe a accusé Belgrade de fournir des armes à Kiev, malgré les liens amicaux de la Serbie avec Moscou et sa neutralité déclarée dans l'invasion russe. Selon une enquête menée en 2024 par le Financial Times, des munitions serbes sont parvenues en Ukraine par le biais d'intermédiaires, bien que Belgrade maintienne qu'elle n'arme directement aucun des deux camps. Voilà. Donc là, c'est marqué dans son numéro d'équilibriste, et là je rejoins complètement The Kyiv Independent, Vučić a refusé de signer une déclaration condamnant l'invasion afin de ne pas trahir la Russie, tout en s'engageant simultanément à soutenir la reconstruction de l'Ukraine. Voilà, et l'article est fini. Donc vous voyez, il soutient la reconstruction de l'Ukraine. En réalité, il a fourni des armes et des munitions à l'Ukraine, mais bon, évidemment, c'était un gros secret. Voilà, et on a le Financial Times et le SVR qui vendent la mèche et qui montrent donc la traîtrise claire et nette de Vučić, qui prétend être neutre, n'avoir rien fait de tel, hein. Simplement, il armait ses propres casernes. C'est prendre les gens pour des véritables imbéciles. Mais tout cela montre le côté absolument sans principe de Vučić, et ça montre qu'il trahit son propre peuple qui est absolument pro-russe. Si ça se savait, si ça éclatait dans les grands médias serbes, ce genre d'informations, Vučić prendrait très très cher auprès de son propre peuple. Heureusement que Vučić contrôle très bien les médias de son propre pays. Heureusement pour lui. Sinon, il serait vraiment dans de beaux draps, pourrait-on dire. Ici, un article de Politico très révélateur et surtout très édifiant, quoique pas du tout surprenant. Que lit-on ? L'OTAN survit encore un jour. Ouf de soulagement, hein. Derrière toutes ces tapes dans le dos et cette bonhomie, il est impossible d'ignorer les véritables préoccupations et craintes qui imprègnent désormais pleinement l'alliance. Regardez Trump entouré de Starmer et de Mark Rutte, le chef de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que j'ai pu noter d'intéressant ? C'est simplement le début et ça suffit. Le sommet Trump. C'est ainsi que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a qualifié la réunion des dirigeants de l'OTAN qui s'est tenue cette semaine à La Haye. Et il n'avait pas tort. Les 32 dirigeants réunis pour la réunion annuelle avaient un objectif en tête: satisfaire suffisamment le président américain Donald Trump sur les dépenses de défense afin qu'il ne fasse pas exploser l'alliance. Et ils ont réussi. Trump a revendiqué cette victoire. Les pays de l'OTAN s'étant engagés à consacrer 5% de leur produit intérieur brut à la défense d'ici 2035. Et d'autres alliés ont poussé un soupir de soulagement lorsque le président américain a réitéré l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, du moins pour l'instant. Alors là, il y a plusieurs choses à noter. On ne va pas lire tout l'article, là ça résume bien tout l'article. Tout d'abord, la plupart des pays européens consacraient 2% de leur PIB pour la défense, en gros. Trump leur demande 5%. Donc, bien évidemment, c'est infiniment plus. Comment tout cela va être financé? Est-ce qu'il y aura des hausses d'impôts énormes, de taxes, etc., etc. On ne le sait pas. Il faut savoir que Trump, en attendant, a donné 10% de taxes douanières à toute l'Union européenne. Il faut le savoir. Et il veut encore imposer d'autres taxes. C'est en train d'être discuté là, dans l'Union européenne. Là, beaucoup de pays se battent, dont la France qui a refusé des taxes supplémentaires à l'Union européenne, mais d'autres pays de l'Europe ont déjà cédé, comme l'Allemagne, pour des taxes encore supplémentaires, puisque Trump dit que c'est trop injuste ce que fait l'Union européenne vis-à-vis des États-Unis. L'Union européenne devrait payer encore plus pour que ça soit plus juste. Bref, quand vous notez tous ces faits-là, plus les autres faits très symboliques, mais qui en disent long,
comme le fait que l'Allemagne ait acheté des F-35 alors qu'elle n'en voulait pas vraiment, que la Suisse a acheté des F-35 alors qu'elle n'en voulait pas du tout et qu'elle devait acheter des Rafales et que les États-Unis lui ont forcé la main, il faut dire le mot, hein. Ils ont forcé la main aux Suisses afin qu'ils achètent des F-35, pour prendre que ces deux exemples, mais qui sont très symboliques, parmi beaucoup d'autres, hein, bien évidemment. Plus cela, vous notez quand même l'état de servilité totale des pays européens envers les États-Unis. Vous allez me dire, ça a toujours été le cas. C'est vrai, mais de plus en plus avec le temps. En effet, je me souviens d'une Angela Merkel qui s'était battue bec et ongle pour la construction des Nord Stream 2, malgré la pression énorme des États-Unis, et en particulier de Donald Trump lors de son premier mandat, pour ne pas faire les Nord Stream 2. Bon, Angela Merkel avait suivi tous les autres ordres qu'elle avait eus des États-Unis, mais pas celui-là. Pourquoi? Parce que là, c'était encore dans l'ère du temps où les présidents ou les chanceliers, là, ici en l'occurrence, quand même avaient à cœur le bien-être de leur pays, les intérêts de leur pays. Bon, c'est plus du tout le cas maintenant dans les présidents, premiers ministres et autres de l'Union européenne de nos jours, à quelques rares exceptions près, comme le dirigeant slovaque et le dirigeant hongrois. Mais bon, ça c'est des exceptions. En tous les cas, tout ça est clairement pathétique, mais vraiment pathétique, car là on est quasiment dans une caricature. Là on voit 32 laquais qui veulent plaire à leur maître. Vous imaginez un peu? Là, c'est le sommet de Donald Trump. Ils avaient qu'un objectif en tête, satisfaire suffisamment le président américain pour pas qu'il quitte l'Alliance. Et ils ont réussi, ils se sont agenouillés. Vous vous rendez compte, dépenser 5% de PIB à la défense? Mais c'est colossal. Faut un pays en très très bonne santé économique pour se permettre ce genre de choses. Ou alors vraiment qu'il y ait une menace imminente, redoutable et véritable, authentique, pour faire ce genre de dépenses. Donc tout ça est du plus haut grotesque et donc décrédibilise totalement l'Union européenne, encore une fois, vous allez me dire. Et ce dernier événement montre encore une fois, je le répète, la totale servilité de l'Union européenne envers les États-Unis, ce qui prouve à quel point les États-Unis tiennent l'Union européenne dans la paume de leurs mains. Toujours concernant ce sommet de l'OTAN, on a El País qui nous dit « Trump menace l'Espagne. Nous allons leur faire payer le double. » Sanchez affirme avoir sauvé le pays de la hausse de 5% de dépenses de défense, mais le président américain a annoncé des représailles commerciales. Regardez un petit peu pour qui il se prend, ce Trump. C'est absolument hallucinant. Il se prend pour un tyran, un roi absolu qui a tout pouvoir sur le monde entier. Quand il n'est pas content de ce qu'il voit, là, un laquais ne s'est pas complètement agenouillé devant lui, car quand je dis pas complètement agenouillé, l'Espagne a quand même mis un genou à terre puisqu'ils ont signé pour une dépense de 2,1%, une légère augmentation, mais pour dire que oui, l'Espagne ferait tout pour augmenter ses dépenses de défense, mais plus étalées dans le temps comparé aux autres pays. Ça a été approuvé par Mark Rutte. Mais ça n'allait pas pour Donald Trump. Donc, qu'est-ce que fait Donald Trump? Nous allons leur faire payer le double, en taxes douanières, bien évidemment. Vous vous imaginez un peu ce type de président? Plus ça va, chaque jour, il sort quelque chose de toujours plus odieux, de toujours plus tyrannique, qui va dans la même collection que je veux prendre le Groenland, ça va appartenir aux États-Unis, le Canada, ça appartiendra aux États-Unis, le canal du Panama, ça appartiendra aux États-Unis.
Là, on atteint un niveau d'arrogance, de mépris envers les autres et d'égocentrisme qui a atteint des niveaux absolument hallucinants. Les bras m'en tombent, j'ai envie de vous dire. Mais il se permet cela tout simplement parce qu'il connaît très bien toutes les personnes qu'il a en face de lui, ou devrais-je dire toutes les nations qu'il y a en face les États-Unis. Et oui, Donald Trump peut se permettre de dire cela parce qu'il connaît la lâcheté, le manque de courage des pays européens. Il sait très bien, hein, il suffirait que les pays européens soient courageux, se battent et Donald Trump n'aurait absolument aucune arme contre l'Union européenne, à part bombarder l'Union européenne, chose qu'il ne fera jamais, bien évidemment. Donc il profite de la lâcheté légendaire des pays européens et donc par voie de conséquence de leur soumission, en particulier bien évidemment des Britanniques, des Allemands et des Français. Hein. Et il suffirait pourtant, et oui pourtant, il suffirait qu'un de ces trois pays se lève, reprenne sa dignité et son honneur en main, trouve le courage nécessaire et donc lève le poing et le tape sur la table tout en disant non. Mais ce jour-là, évidemment, n'arrivera jamais. Des gens de cette trempe, on n'en voit plus, hein, ça n'existe plus. Même d'ailleurs, les plus rebelles de l'Union européenne, comme Fico ou Orban, même eux, hein, ce sont des petits rebelles, hein, mais pas au point de se redresser et de dire on veut une souveraineté totale pour notre pays. Hein. Tout ça, ça n'arrivera jamais. C'est plus du tout dans l'air du temps, tout du moins en Europe. Il faut voir ailleurs pour ça. En tous les cas, c'est pathétique, grotesque et j'ai envie de vous dire surtout d'une très 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 grande tristesse. Vraiment, quand on voit ce qu'est devenu les grands pays européens, vraiment il y a de quoi être désespéré. Ici un article très intéressant de Military Watch Magazine qui nous dit 25 000 ouvriers nord-coréens vont travailler sur les lignes de production de drones en pleine croissance en Russie. Donc là, j'ai souligné, selon des sources diplomatiques occidentales et russes citées par l'agence de presse japonaise NKH, 25 000 travailleurs nord-coréens devraient être envoyés à l'usine russe Shahed, située dans la zone économique spéciale d'Alabuga, au Tatarstan, dans le centre de la Russie, dans le but d'accroître la production. Bien que les informations sur la Corée du Nord émanant de cette source et d'autres médias japonais et sud-coréens similaires se soient souvent révélées peu fiables, l'envoi de travailleurs nord-coréens pour soutenir le secteur de la défense russe est depuis longtemps considéré comme probable par les analystes, ce qui corrobore les rapports des services de renseignement ukrainiens à cet effet. La Corée du Nord dispose d'une main-d'œuvre industrielle importante, dotée d'un haut niveau de formation technique et bénéficierait des transferts de fonds vers son économie, du savoir-faire des chaînes de production russes et, sur le plan géopolitique, du renforcement des capacités militaires de son voisin, donc la Russie, face à des adversaires communs dans le monde occidental. Là, vous voyez un Shahed 136. En mai, The Economist, le grand journal américain, a révélé que la production de drones Shahed 136 avait plus que décuplé, passant de 300 par mois à plus de 100 par jour. L'industrie russe restant sur la bonne voie pour pouvoir produire jusqu'à 500 appareils par jour. Donc l'objectif russe est de fabriquer 500 Shahed par jour. C'est absolument gigantesque, hein, bien évidemment. Alors s'ils y parviennent, ça va faire très très mal. Quant à l'Ukraine, hein, évidemment, l'Ukraine qui a déjà du mal à se défendre faute de système antiaérien. Là, si la Russie accroît le nombre de Shahed envoyés sur l'Ukraine, eh bien, la victoire russe va être d'autant plus rapide, bien évidemment.
Alors ici, on a un article de The Eurasian Times qui nous parle armement et qui nous dit les missiles patriotes échouent au test de leur radar. Les missiles russes Iskander font pleuvoir l'enfer sur l'Ukraine et inquiètent Kiev. Alors que la Russie intensifie son attaque aérienne sur les villes ukrainiennes, l'armée de l'air ukrainienne, donc Yuri Ignat, a affirmé qu'un missile balistique russe Iskander-M amélioré avec des leurres radars est devenu beaucoup plus difficile à intercepter pour les systèmes de défense antimissiles patriotes d'origine américaine. Et on a Yuri Ignat qui nous dit le 24 mai, nous avons de grosses difficultés à arrêter les Iskander-M qui ont été améliorés et modernisés. Alors il faut savoir que je vous avais déjà parlé de ces Iskander-M. Jusqu'à preuve du contraire, aucun Iskander-M n'a pu être détruit par l'armée de l'air ukrainienne. De plus, je vous avais montré un article de Ukraine Forum il y a très longtemps qui disait que Yuri Ignat, selon ses propres termes, avouait que l'armée de l'air ukrainienne n'avait jamais pu arrêter de Kh-22, des missiles balistiques qui date des années 60, fin des années 60. Alors vous vous doutez bien qu'un Iskander-M qui en plus quand il approche de sa cible modifie sa trajectoire et atteint sa cible à une vitesse quasi hypersonique qui est beaucoup plus rapide et sophistiquée qu'un Kh-22, vous vous doutez bien que bien évidemment qu'aucun Iskander-M n'a pu être arrêté, tout du moins jusqu'à preuve du contraire. Donc bien évidemment, les patriotes ont toujours eu ce problème avec les missiles balistiques et encore plus avec des missiles semi-balistiques comme les Iskander-M. C'est encore plus difficile bien évidemment. En plus, je vous avais déjà parlé des systèmes patriotes où j'en avais longuement fait l'analyse grâce à Military Watch Magazine, comme quoi les missiles patriotes étaient à la base assez mauvais. Donc bien évidemment, ici, nul n'étonnement, sauf que là, c'est admis à nouveau par Yuri Ignat. Donc tout se confirme, j'ai envie de vous dire, tout simplement. Alors là, ici, Military Watch Magazine qui nous dit qu'une frappe ukrainienne détruit les systèmes de défense S-400 en Crimée, détruisant des radars clés. Donc là, on lit des images diffusées par la Direction Générale du Renseignement basée à Kiev montrent la destruction de 2 radars de contrôle de tir multifonctionnels 92N2E et de 2 radars de surveillance longue portée 96N6E et d'un lanceur de missiles sol-air. Alors effectivement, j'ai vu ces images et ça montre bien donc des drones qui attaquent cela. Alors si c'est avéré, alors évidemment si c'est avéré, c'est très bien joué de la part des Ukrainiens et très mal joué de la part des Russes. Je vous rappelle que à Koursk, il y a eu 2 batteries de S-400 qui ont été détruits par des drones alors que les S-400 étaient en maintenance. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas utilisés. Alors j'ai vu les images, il y en a un qui était apparemment, on va dire, en utilisation puisque le radar était ouvert et un autre dont le radar était fermé. Donc voilà, alors aucun blogueur russe là n'a parlé de cela. En général, il y en a toujours un qui dit oui, bon, d'accord, ça s'est fait, c'est difficile à cacher. À Koursk, les blogueurs russes ont reconnu et ils ont vitupéré contre le gouvernement russe en disant que c'était vraiment de l'incompétence, de l'inconscience surtout près du front. Là, je n'ai pas de confirmation côté russe, c'est uniquement côté ukrainien. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans l'article. Mais bon, j'ai pas eu non plus de cris côté blogueur russe comme quoi c'était faux. Donc là, j'ai envie de vous dire, vu que c'est dans Military Watch Magazine, je dis que c'est vrai pour l'instant. Ça a l'air d'être réel, donc on va pour l'instant considérer que c'est vrai, tout simplement, et que là, il y a eu la perte de 2 radars et un lanceur.
c'est une très grosse perte côté russe. Je vous rappelle qu'un S-400, c'est pas le meilleur système russe, puisque les Russes ont le S-500 et le S-550. Mais c'est quand même une grosse perte. Et là, les Ukrainiens ont bien joué et ont profité, encore une fois, si c'est avéré, bah, du manque de vigilance côté russe. Ils en ont profité, ils ont eu raison. En plus, la Crimée, ce qui n'est pas si loin. Donc, bien joué de la part des Ukrainiens. Ici, très vite, France Info qui nous dit les 27 pays membres de l'Union européenne s'accordent pour prolonger les sanctions contre la Russie. Les dirigeants de l'UE ont également discuté d'un 18e paquet de sanctions, mais aucune décision n'a pu être prise en raison d'un veto de la Slovaquie. Donc ça, c'était au 27 juin, c'est-à-dire vendredi. Et là, vous notez, la Slovaquie a mis le veto comme Fico l'avait promis. Vous notez aussi qu'Orban avait dit qu'il marcherait main dans la main avec Fico. Et on note que Orban, lui, apparemment, il a cédé. Je n'ai rien lu comme quoi il avait mis son veto. Donc on note un fléchissement côté hongrois. Alors tant qu'il y en a un seul qui dit non, bah, ça suffit pour annuler le 18e paquet de sanctions. Alors d'un autre côté, hein, l'histoire a montré que aussi bien la Hongrie que la Slovaquie, il suffit de donner un peu d'argent, quelques promesses, quelques arrangements et ils cèdent perpétuellement. Alors on verra si cette fois la Slovaquie va céder ou non. Là, on a le Washington Post qui nous dit que Zelensky approuve le projet de tribunal spécial pour poursuivre les dirigeants russes en Ukraine. Le président Zelensky a officiellement approuvé le projet de création d'un nouveau tribunal international pour poursuivre les hauts responsables russes pour l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Zelensky a officiellement approuvé mercredi le projet de créer un nouveau tribunal international pour poursuivre les hauts responsables russes pour l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Évidemment, c'est poussé par l'Union européenne. Les États-Unis ont dit non. Les États-Unis ne prendront pas part à cela. Et l'institution sera financée par les pays membres du Core Group, c'est-à-dire la plupart des pays d'Europe, bien sûr, ainsi que les Pays-Bas, le Japon et le Canada. Les États-Unis ont soutenu le projet sous la présidence de Joe Biden, mais l'administration de Donald Trump ne l'a pas soutenu. Donc là, les États-Unis sont hors jeu pour cette chose-là. Bon, vous voyez que là, Zelensky, il se raccroche à ce qu'il peut, tout simplement, mais avec le soutien de l'UE, bien évidemment. Et enfin, c'est une énième institution que l'Union européenne va payer, et donc que vous, peuple européen, allez payer, et oui, hein, avec un budget de la défense qui explose, bah aussi on peut se permettre ce genre de choses, hein, pourquoi pas, hein. On n'est plus à ça près maintenant, hein. On est toujours les vaches à lait de l'Union européenne. Toujours Zelensky, là on a le New York Times qui nous dit qu'il se rend au Royaume-Uni après l'attaque russe contre Kiev qui a fait au moins 9 morts. Le dirigeant ukrainien a rencontré lundi le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer après la dernière d'une série de frappes russes de plus en plus intenses. Ah, il aime bien être en voyage, Zelensky, hein. Lui, il aime pas être en Ukraine. Et puis c'est dangereux d'être en Ukraine. Alors que, dans un avion à voyager aux frais de la princesse, dans des palaces, et à rencontrer les grands de ce monde, à papoter, à mendier aussi, parce qu'évidemment, faut pas qu'il oublie l'Ukraine quand même, hein. Donc, il demande toujours quelque chose, bien évidemment, et comme d'habitude, il entend beaucoup de promesses, beaucoup de belles intentions, mais à la fin, il se plaint toujours. Parce que les promesses et les belles intentions, ne restent que des promesses et des belles intentions. Souvent, très 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 souvent, il n'y a rien derrière qui se concrétise. Toujours en rapport avec l'Angleterre, on a le Washington Post qui nous dit le Royaume-Uni va acheter des avions capables de transporter des bombes nucléaires dans le cadre de son renforcement militaire.
La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle achèterait 12 F-35A conçus par Lockheed Martin pour renforcer ses défenses contre la Russie. C'est explicite, hein, c'est même pas contre un adversaire qui envahit l'Ukraine. Non, là c'est très clair. Contre la Russie et se prémunir contre un retrait américain en Europe. Alors là, maintenant, voilà, le Royaume-Uni va acheter 12 F-35A, sachant que si vous me suivez, la semaine dernière, je vous avais dit que le Royaume-Uni allait s'engager à obtenir, à fabriquer 12 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque. Vous vous rendez compte? Déjà que ça a été un scandale, je vous avais lu l'article en Angleterre de ces 12 nouveaux sous-marins nucléaires. Eh bien, parce que, évidemment, avec quel argent? Nul ne le sait. Et là, maintenant, il veut acheter 12 F-35. Non, mais avec quoi? Comment? En faisant des impôts supplémentaires? Alors que le Royaume-Uni est déjà complètement effondré et qu'il y a des scandales de corruption terribles au sein du gouvernement, sans compter les scandales que Keir Starmer a lui-même aux fesses. Bon, tout ça est complètement délirant au dernier degré. Et c'était le dernier article. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description si vous appréciez mon travail. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci encore à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.